Merci à tous d'être présents et de s'être déplacés ici dans ce joli endroit. Je remercie l'organisation vraiment de nous avoir conviés à cet événement. C'est toujours un plaisir. On est avec Florent au quotidien sur les routes des Hauts-de-France, donc ça nous fait vraiment plaisir aujourd'hui de faire un événement sur Amiens. Donc Florent Martial, ingénieur avant-vente pour la région de Hauts-de-France, et quant à moi je suis commercial qui est en charge des partenaires et des clients sur cette même région. Donc aujourd'hui on va effectuer une présentation sur notre solution F-Secure Radar. F-Secure Radar, c'est notre scanner de vulnérabilité qui va, je l'espère à l'avenir, vous permettre de connaître et de maîtriser votre surface d'attaque. Donc on va se concentrer sur cette solution. En revanche, en préambule, je voulais quand même vous expliquer qui est F-Secure, son positionnement. Je vous rassure, il n'y a qu'une slide. F-Secure est une société européenne, au même titre que E7 qui a fait sa présentation récemment. Nous sommes basés en Finlande, à Helsinki. Comme vous voyez ici, on tire la majeure partie de notre revenu sur les pays européens et nordiques. Donc au-delà de la partie pur revenu, ça sous-entend également une certaine expertise par rapport aux différentes menaces qui ciblent particulièrement ce territoire. On est présent à l'international pour vous, grand groupe aujourd'hui qui est présent et qui avait des filiales à l'international. On couvre aujourd'hui plus de 100 pays à travers 29 bureaux. On est plus de 1600 salariés. La grosse actualité récente, c'est l'achat de MWR, qui est une société de services et de réponse à incidents de sécurité et d'investigation liés aux menaces ciblées. Donc la société a été rachetée et totalement intégrée dans notre groupe pour pouvoir augmenter vos niveaux de sécurité et vous proposer du service quant aux menaces ciblées. Voilà ce que je pouvais dire pour cette partie. Comme vous voyez ici sur les slides au-dessus en rouge, on a une croissance exponentielle et très importante de nos revenus sur le B2B. Parce qu'on fait également un peu de B2C. Concernant l'offre F-Secure, elle est relativement facile à appréhender. Ce qu'il faut savoir, c'est que F-Secure est présent sur toute la durée de vie de la menace. On est présent en amont à travers F-Secure Radar que l'on va vous présenter tout à l'heure. Nous sommes également présents pendant la menace à travers nos solutions de protection endpoint, serveur, appareil mobile. Donc ça, on pourra vous détailler si vous passez sur notre stand tout à l'heure. Et on fait également de l'endpoint détection et réponse et du service SOC externalisé face aux menaces ciblées. Donc, vous voyez, c'est très facile à appréhender. On est vraiment présent sur toute la durée de vie de la menace. Concernant justement ces menaces, alors je ne vais pas faire redite par rapport à la présentation que vous avez eue à l'instant, on n'a pas coordonné nos slides, comme vous le voyez, donc voilà, je ne vais pas faire redite. Ce que je peux vous dire juste, c'est qu'effectivement, il y a deux types de menaces aujourd'hui, nous, que l'on constate sur le marché, les attaques opportunistes et les attaques ciblées. Elles ont deux objectifs différents, deux cibles différentes et des techniques également différentes. Les attaques opportunistes reposent donc sur un ROI, sur un gain financier rapide, ça c'est l'objectif des hackers, via des diffusions massives qui vont sélectionner les systèmes qui sont vulnérables, d'où l'importance de se doter d'un scanner de vulnérabilité sur des techniques de trojan, de phishing, de ransomware, donc vraiment des attaques de masse. Le risque pour vous, c'est vraiment de la pure perte financière et éventuellement un impact sur la prod. Ça représente aujourd'hui 99% des menaces et on a aujourd'hui 0,1% des menaces qui reposent sur des attaques ciblées. Alors celles-ci, bon, vous voyez, elles sont en termes de volume pas comparables aux attaques opportunistes. En revanche, elles font très très mal, puisque l'objectif c'est bien de faire des gains financiers, de voler de la donnée, de prendre le contrôle sur vos systèmes et de vous nuire. Vous nuire, notamment en faisant de l'espionnage ou en impactant la prod. Lorsqu'on va avoir des gros industriels aujourd'hui, c'est vraiment leur leitmotiv, sécuriser les brevets, la donnée de l'entreprise. Les cibles elles sont sélectionnées et elles reposent sur des techniques de man et de machine, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens derrière qui vont cibler particulièrement votre structure, donc qui vont mettre en place, on va dire, des attaques qui sont vraiment sophistiquées pour bypasser vos outils de sécurité. Le risque, c'est une perte totale d'activité. Je ne reprends pas d'exemple, vous les avez eu tout à l'heure, mais effectivement, on voit que les dommages sont considérables. Donc je vais laisser la parole à présent à Florent. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez avec le micro. C'est bon ? Ok. Alors, première chose, c'est que
j'ai décidé de m'amuser un petit peu. Je suis un hacker en herbe et je souhaite pirater juste pour faire un impact sur une production. Et je ne sais pas comment m'y prendre. Donc je sais qu'il y a des outils qui sont utilisés comme un Kali Linux, une boîte à outils de hacker où je peux utiliser plein d'outils pour pouvoir faire du reverse engineering par exemple. Donc ici, pour faire simple, la première chose, lorsque je vais aller impacter une entreprise, c'est que je vais aller consulter les back-ends. Et pour pouvoir consulter les back-ends, je vais donc utiliser des outils comme, chez nous ça s'appelle Riddler, mais vous avez aussi celui qui est très connu qui s'appelle Shodan. Et j'ai décidé en fait de faire une recherche du protocole SMB. Donc j'ai fait un peu dans le même principe que WannaCry. Et je vais aller rechercher en France l'ensemble des serveurs qui sont visibles sur le Deep Web. Et je remarque qu'il y a à peu près 33 000 serveurs qui sont disponibles. Sauf que je suis fainéant, je ne sais pas comment m'y prendre. Je sais que je pourrais très bien attaquer un site vitrine pour après essayer de rentrer dans les systèmes, mais c'est un peu compliqué. Donc j'ai décidé d'aller dans le Dark Web. Dans le Dark Web, il y a pas mal de choses. Il suffit simplement d'aller télécharger un navigateur Tor et je peux consulter l'ensemble du Dark Web et je peux avoir différents types d'informations, notamment sur la partie des forums. Et sur un forum, on propose d'utiliser une application qui s'appelle NGRAT et qui permet de faire du remote HTTP sur les machines et pour avoir un accès à distance pour pouvoir faire du keylogin derrière. Finalement, j'ai une autre réponse. On me dit que c'est pas forcément très bien. Il y a d'autres outils plus intéressants, mais je suis encore un peu fainéant. Du coup, il y a une autre personne qui m'a proposé de faire une exploitation en fait de WinRAR via un CVE et de pouvoir l'exploiter à travers un Kali Linux. Finalement, je trouve que c'est un peu compliqué pour moi. Je suis simplement un hacker en herbe, donc en fait, je me suis dit que je vais aller en fait sur le Dark Web. Et je vais aller du coup sur Le Bon Coin, qui est donc une édition assez particulière où je peux récupérer différentes informations. Et à travers Le Bon Coin Dark Edition, je peux faire pas mal de choses. Je peux très bien récupérer des comptes Amazon, je pourrais très bien récupérer des comptes PayPal, Wish ou AliExpress par exemple. Ou sinon, je peux très bien en fait intercepter des relais colis à travers Zalando par exemple et récupérer toutes ces informations-là à travers des adresses mail. Donc finalement, n'importe qui aujourd'hui peut très bien initier une attaque opportuniste. Et aujourd'hui, on en recense énormément et ça représente aujourd'hui, par rapport au nombre de malwares, il y en a 137 millions aujourd'hui qui sont recensés en 2019. On est capable de pouvoir faire pas mal de choses juste en ayant un poste de travail et en allant simplement sur des forums. Tout à l'heure, Alban a parlé aussi des attaques ciblées où, à ce niveau-là, on est plus sur de l'activisme, de la nuisance et généralement, c'est pas simplement des machines, c'est aussi un homme qui est derrière une machine qui va donc faire des recherches un petit peu plus conséquentes et réfléchir pour pouvoir attaquer une entreprise. Donc ici, on a créé un petit tableau où vous voyez différents secteurs d'activité. Donc je vais en prendre un en particulier qui est celui de la santé. Et vous voyez celui-ci, on dit qui 44% aujourd'hui des attaques viennent de l'interne et de l'externe et 56 viennent de l'interne. On est souvent dans des environnements qui sont hétérogènes, donc c'est particulier et souvent qui sont assez vastes. Donc du coup, c'est très très compliqué aujourd'hui de pouvoir intervenir et de pouvoir avoir une sécurisation homogène sur l'ensemble des périphériques. Donc c'est assez particulier et le but aujourd'hui d'un hacker, c'est la donnée du patient. Alors vous me dites pourquoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités, c'est-à-dire de revente de la donnée patient sur des célébrités, des VIP par exemple. Et c'est très facile aujourd'hui de pouvoir les atteindre, sachant qu'aujourd'hui, il y a pas mal de, de machines, par exemple à la cardiologie, qui utilisent des entités qui sont legacy. Donc finalement, quand on est sur un environnement de la santé, on peut réellement être victime de ransomware ou encore d'attaques ciblées. Il y en a un autre, c'est l'hôtel et la restauration, et là c'est complètement différent, c'est que 99% des attaques viennent de l'externe. Aujourd'hui, quand vous avez un serveur, il a ce qu'on appelle un point of sales, un terminal, où en fait il va faire sa prise de commande. Lorsqu'il va faire sa prise de commande, vous en doutez bien qu'il n'y en a pas 36 000 des applications pour pouvoir faire des prises de commande aujourd'hui. Et généralement, ces acteurs-là sont
ils sont uniques. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur Microsoft. Et aujourd'hui, c'est dans le même principe. Vous n'avez qu'un seul acteur hégémonique qui a donc à avoir la main sur ce genre d'entité. Et par rapport à ça, aujourd'hui, on est capable de pouvoir faire des attaques par rebond. Donc, vous le voyez avec un outil qui s'appelle Medoc, qui est très utilisé en Ukraine, qui est un outil de comptabilité. Cet outil-là a été piraté. Et aujourd'hui, ça a infecté l'ensemble des entreprises ukrainiennes. Et comme par hasard, c'est arrivé juste après la Crimée. Donc on se demande qui c'est. Donc aujourd'hui, il y a 2 facteurs à prendre en compte. Le bug informatique, l'exploitation des vulnérabilités. Et le deuxième cas, c'est l'humain. Malheureusement, l'humain, on n'est pas capable de pouvoir le patcher, mais il faut savoir l'éduquer. Donc par rapport à ça, on a décidé avec Alban de se concentrer uniquement sur un seul malware et d'essayer de le décortiquer. Donc avant d'en parler, là c'est le recensement en fait des malwares sur juin 2019. Donc vous voyez qu'il y en a un qui est assez gros, qui prend 42% des parts, c'est TrickBot. Vous voyez Didrex, WannaCry encore, Dughost, Zeus, Nanocore, Kofter, Pushdo et Timba. Il y en a plein. Aujourd'hui, il y en a plus de 137 millions. Et aujourd'hui, on a décidé de faire une autopsie d'un des malwares. Donc la première chose que fait TrickBot, c'est une phase d'initialisation. Donc au lieu de la jouer et éviter les effets démo, j'ai plutôt pris des screenshots. Donc ce qu'on fait, donc on a fait exprès, vous le voyez ici, le processus TrickBot, vous imaginez bien que ça ne s'appelle pas TrickBot en temps réel quand vous allez, lorsque vous l'avez sur votre machine, ça peut très bien être un cvhost.exe ou autre chose. Donc déjà c'est la présence de ce processus qui est arrivé par ici. Qu'est-ce que c'est ? TrickBot, c'est qu'il est arrivé via une campagne de phishing. Il pourrait très bien arriver en téléchargeant sur Internet, il pourrait très bien arriver par clé USB, donc on pourrait très bien s'en prémunir via de l'application control ou encore du device control. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va déposer dans un répertoire, pre-sales, AP Data Roaming par exemple, 2 dossiers, 2 folders. Le premier qui est donc le groupe tag, qui est donc la campagne, et le deuxième, le client ID, qui est donc en fait le nom de la machine, donc les informations de la machine. Et finalement, il n'est pas si bête, TrickBot, c'est qu'en fait, il a décidé de créer une tâche planifiée pour pouvoir se réexécuter au prochain reboot de la machine. Deuxième phase, c'est la phase d'exécution de TrickBot. Et ici, vous allez avoir différentes activités et une évolution en fait, de TrickBot au cours du temps. TrickBot, c'est un malware qui est très intelligent et qui va en fait télécharger des librairies, donc des DLL, sur Internet lorsqu'il est déposé et exécuté sur la machine. Donc, vous avez entendu parler d'attaques opportunistes et d'attaques ciblées tout à l'heure. En 2017, on parlait beaucoup d'attaques opportunistes. À partir de 2018, on parle de plus en plus d'attaques ciblées. La première chose que faisait aujourd'hui TrickBot, c'est de télécharger une DLL qui s'appelle System Info et qui faisait simplement de la reconnaissance. Donc il n'y a rien de malicieux à ça. Deuxième chose, c'est qu'il a téléchargé un autre module qui s'appelle Inject DLL Module et à ce niveau-là, on commençait déjà à faire de l'infiltration. La naissance de TrickBot, c'est de pouvoir pirater et de nuire en fait à l'activité des banques. Donc ils ont décidé en fait de s'attaquer à l'exploitation des vulnérabilités des navigateurs web. Donc dans un premier temps Internet Explorer, après c'était Mozilla Firefox, après c'était Opera, ensuite c'était Edge, etc. Donc Inject DLL Module, ça permettait de faire de l'interception des données bancaires et ça a exploité en fait la vulnérabilité d'un browser. Ensuite, il y a eu Import DLL, et là on s'est simplement dit qu'on allait récupérer l'ensemble des credentials, des authentifications à travers les cookies. Et après, vous avez une grande ligne rouge, et cette ligne rouge, c'est vraiment le passage entre les attaques opportunistes et les attaques ciblées, et là, ils ont décidé d'aller beaucoup plus loin et de faire aujourd'hui des mouvements latéraux sur les réseaux pour pouvoir intercepter des données au niveau LDAP, au niveau SMB, des connexions sur des serveurs, et lorsqu'on est sur des attaques ciblées, ceci n'est pas détectable par de l'endpoint actuel. Ensuite, en 2018, il y a plein d'autres modules. On a juste ciblé quelques modules qui sont téléchargés par TrickBot. On faisait du network DLL module. Donc là, c'était simplement de pouvoir récupérer différents ports et de pouvoir faire de la visualisation de l'exposition du réseau et de pouvoir récupérer des informations au niveau des ports.
Et là encore, on fait de la reconnaissance, il n'y a rien forcément de malicieux, donc ce n'est pas détectable via un endpoint, par exemple. Puis après, on peut aller encore plus loin, c'est qu'ils se sont dit que, au lieu d'aller attaquer, je dirais, une personne d'État, j'ai plutôt décidé d'aller attaquer en fait une DSI. Et du coup, je vais faire du password grabbing DLL, et là, je vais aller récupérer simplement des informations au niveau WinSCP, FileZilla, Outlook, VNC, PuTTY, RDP, ce sont des outils qui sont très utilisés par une DSI, et de pouvoir récolter d'innombrables informations par rapport à ça. Donc on est sur de la reconnaissance, de l'infiltration, des mouvements latéraux, et bien entendu, on peut faire de l'access à ce service, et là on peut très bien, après par la suite, le créer de manière à ce que Tribot soit en fait un ransomware et commence à chiffrer des documents. Et effectivement, c'est le cas parce qu'en fait, après par la suite, ça a été racheté et c'est devenu un ransomware qu'on appelle Ryuk. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution de Tribot. Il a plusieurs fonctionnalités et aujourd'hui, il ne fait pas que ça. C'est que, bien entendu, on parle beaucoup de sandboxing, d'analyse comportementale, heuristique, de réputation des fichiers. Et aujourd'hui, le MITRE, qui est un organisme qui recense les différents types d'attaques aujourd'hui, a recensé en fait toutes les techniques d'évasion. Toutes les techniques d'évasion d'une sandbox d'un malware. Et là, pour le coup, Trickbot, il est très intelligent, il est assez malin, c'est qu'il a décidé d'utiliser, alors je ne vais pas tout lister, mais il y en a deux qui sont plutôt intéressantes. C'est qu'il est capable en fait de pouvoir s'activer sous deux conditions. Lorsqu'on vous recevez en fait un fichier Excel avec une macro, lorsque vous allez l'éditer, si aujourd'hui vous recevez en fait ce mail, vous allez ouvrir votre macro et généralement c'est un petit peu illisible et on peut commencer à émettre des doutes. Et le fait aujourd'hui de faire un zoom sur la macro, ça a activé la sandbox et ça a activé le malware et ça a bypassé la sandbox. Deuxième chose, c'est qu'on parle de temporisation. C'est que généralement, les malwares, lorsqu'ils sont déposés, on parle beaucoup de malware dormant. Et ces malwares, aujourd'hui, sont capables de pouvoir rajouter beaucoup plus de timers. Donc aujourd'hui, toute sandbox est capable de pouvoir intervenir sur un timer qui va durer 10 millisecondes, 20 millisecondes, et après se déclarer. Là, Trickbot a décidé de générer, donc vous voyez en bas à droite, de générer plein de petits timers des 0,01 millisecondes. Et ça permettait en fait de bypasser en fait la sandbox. Alors ça aujourd'hui avec F-Secure, on a un outil qui s'appelle DeepGuard qui fait partie de notre solution endpoint et on est capable de pouvoir s'en prémunir. Mais aujourd'hui, on ne va pas forcément parler de l'ensemble du portfolio, on va simplement parler d'un outil qui s'appelle Radar. F-Secure Radar qui est donc un scanner de vulnérabilité. Et par rapport à la kill chain de Trickbot, je vais vous montrer que Radar est très utile. Alors bien évidemment, la première phase, c'est une phase d'initialisation. Donc Radar, c'est un scanner de vulnérabilité qui va donc vous remonter l'ensemble des vulnérabilités au niveau hardware, software, exposition sur le réseau, des problématiques de mot de passe faible. Donc forcément, si on a une phase d'initialisation, ce n'est pas notre outil d'audit proactif qui va donc s'en prémunir. Mais si vous voulez le savoir, sur la phase d'initialisation, on a un outil qui permet de le faire en faisant du device control, bien évidemment, ou encore de l'application control. Et si on revient sur la partie système info DLL, on fait de la reconnaissance sur le réseau, et bien évidemment, vous pouvez très bien le faire avec Radar pour le cartographier l'ensemble de vos hôtes, l'ensemble de vos assets de votre environnement, et de pouvoir commencer à créer des groupes et dire voilà, je vais créer des groupes de travail pour pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et de prioriser l'information. Donc forcément, pour pouvoir connaître sa surface d'attaque, on est obligé de cartographier. Ensuite, vous avez inject DLL module. Donc là, je vous avais dit qu'on faisait de l'exploitation d'une vulnérabilité sur un site web, Internet Explorer ou autre. Pour pouvoir le connaître et pour pouvoir le savoir sur l'ensemble de mes machines, il faut bien qu'F-Secure Radar soit là et on fait un système scan, ce qui va permettre en fait d'analyser l'ensemble des vulnérabilités sur une IP, sur 2 IP, sur 3 IP, sur votre équipement hardware, votre B-serveur, et de pouvoir remonter, on en parlait avec la présentation des sets de la vulnérabilité BlockKeep, on pourrait très bien la remonter à travers Radar dans le même principe. Et là, System Scan, vous êtes capable de pouvoir le faire, de pouvoir remonter cette vulnérabilité et de décider de mettre en place une action pour pouvoir faire du patch management, par exemple, mettre à jour les logiciels des applications tierces ou encore Microsoft. Import DLL module, dans le même principe.
On fait de l'interception sur les cookies. On est capable de faire du virtual patching, mais pour pouvoir le savoir aujourd'hui, pouvoir mettre à jour ces machines, il faut du F-Secure Radar. Des mouvements latéraux sur les dossiers avec Warm DLL pour faire de la reconnaissance au niveau LDEP, SMB, c'est pareil, F-Secure Radar. L'exposition du réseau et de recherche d'informations sur les systèmes. On est capable de pouvoir s'en prémunir en mettant en place une gateway pare-feu ou encore faire du pare-feu endpoint avec Microsoft. Mais aujourd'hui, si vous voulez limiter les dégâts et pouvoir connaître quels sont les ports qui sont ouverts, ceux qui sont fermés, et bien aujourd'hui, avec F-Secure Radar, vous allez pouvoir les recenser et voir l'ensemble des bannières et l'activité derrière. Password grabbing DLL, c'est dans le même principe. Et bien évidemment, après, lorsqu'on est sur de la partie ransomware, on est capable aussi de s'en prémunir. F-Secure Radar, pour faire simple, l'architecture est simple. On va déposer dans votre infrastructure un petit nœud qui fait 50 à 60 mégas que vous allez donc déposer et installer via un wizard d'installation en faisant simplement suivant. Ça dure un quart d'heure. Et vous allez pouvoir le mettre en place sur un serveur 2012 R2, 2016, 2019 ou encore aujourd'hui 2008. Vous avez l'opportunité d'avoir, alors je parle parce qu'aujourd'hui F-Secure Radar est une solution qui est majoritairement vendue en solution en mode cloud, d'accord, en mode SaaS, mais on pourrait très bien l'avoir en solution on-premise. Là, je me concentre sur la partie cloud, mais vous avez du coup simplement un scanode en local qui va donc mapper l'ensemble de vos VLAN. Si vos VLAN ne sont pas étanches, dans ce cas-là, on pourra déposer plusieurs sondes sur votre réseau. Et vous avez du coup ce qu'on appelle le F-Secure Radar Security Center, tout en haut, qui est donc une web interface où vous allez pouvoir avoir l'ensemble de vos IP qui vont remonter avec les vulnérabilités. Et vous êtes dans la capacité de pouvoir faire de l'asset inventory, de faire de l'analyse de vulnérabilité au niveau système et au niveau web. Sur la partie système, je l'ai mentionné, sur la partie web, on va vérifier toutes les vulnérabilités du top OWASP. Injection SQL, cross-site scripting, mauvaise configuration, etc. Et vous avez la capacité aussi de pouvoir faire du pen test externe en utilisant nos nœuds dans le cloud qui sont hébergés dans nos data centers. Et après, par la suite, l'objectif, c'est bien joli de pouvoir les remonter. Après, il faut savoir les travailler. Et d'ailleurs, vous avez toute une gestion des vulnérabilités qui est faite de manière très simpliste et très abordable. Comment ressemble la console? Elle ressemble à ça. Ça, c'est le dashboard. Et le dashboard va donc, dans un premier temps, donc là, vous voyez un scoring dédié. Vous voyez 4,62 pour 778 machines scannées. Et on remonte 8100 vulnérabilités. Vous allez me dire, comment je vais faire pour gérer ces 8126 vulnérabilités? Alors j'entends bien, on ne va pas aller travailler IP sur IP. Et à ce niveau-là, vous avez des widgets. Et au niveau de ces widgets, ils sont complètement personnalisables. Donc vous allez pouvoir le mettre à votre image. Donc si vous voulez juste afficher votre DMZ, vous affichez votre DMZ. Vous voulez juste présenter votre base de données Oracle, vous présentez vos bases de données Oracle. Ensuite, vous avez donc un panel où vous allez pouvoir faire différentes actions. Et vous avez dans un premier temps la découverte d'Internet. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de Shodan. On peut très bien le faire en faisant du crawling sur le deep web avec Radar. Et vous allez pouvoir mettre PLD pour Pay Level Domain. Et vous allez pouvoir mettre votre domaine, remonter votre IP public et pouvoir faire de l'analyse système et de l'analyse web. Au niveau de la cartographie du réseau, quand je vous parlais d'asset inventory, vous êtes dans la capacité de pouvoir remonter l'ensemble des IP en faisant simplement un simple ICMP, où vous pourrez très bien utiliser le protocole Nmap pour pouvoir remonter l'exposition au niveau des ports. Lorsque c'est le cas, vous allez pouvoir sélectionner l'ensemble de vos IP et de pouvoir créer un groupe de travail en faisant groupe de test 1 et je mets l'ensemble de mes IP. Donc si je souhaite travailler sur 20 IP, je vais pouvoir les mettre en place sur je vais pouvoir donc créer un groupe d'IP avec 20 machines. Lorsque j'ai cartographié mon réseau, c'est bien joli, mais après, il faut remonter les vulnérabilités. Et là, je vais tomber sur l'onglet Analyse des vulnérabilités et vous allez donc remonter un code couleur bien précis par IP. Donc vous avez rouge quand c'est critique, orange quand c'est plus ou moins important, vert et bleu lorsque c'est juste informationnel. Et vous allez pouvoir remonter des vulnérabilités au niveau Microsoft, Apple et aussi au niveau du Linux. Vous avez ici l'ensemble des vulnérabilités qui remontent avec un scoring de 0 à 10. Et bien évidemment, on se base sur des données publiques, comme la NVD, les CVE, etc.
Et là, vous allez être dans la capacité de pouvoir prioriser. Donc, je vous ai dit que lorsqu'on a pas mal d'IP et qu'on souhaite scanner l'ensemble de son environnement, c'est très difficile de travailler IP par IP. Ce qui est important ici, c'est de se dire que de travailler plutôt par vulnérabilité et par groupe de machines. On a aussi la possibilité d'avoir de la mise en conformité, c'est-à-dire que vous êtes capable de pouvoir renseigner les équipements hardware, de pouvoir avoir beaucoup plus d'informations sur les ressources que vous avez scannées, et de pouvoir faire par la suite du patch management, parce que nous avons un agent unique qui permet de collaborer avec notre agent endpoint. Et bien entendu, derrière, vous avez besoin de générer des rapports, d'accord? Donc par rapport à ça, vous allez pouvoir gérer et éditer des rapports exécutifs qui font simplement 10 pages. Bien évidemment, quand on a 8000 vulnérabilités, vous imaginez bien que je vais avoir différents types de tomes avec l'ensemble de mes vulnérabilités, ce n'est pas le but. Donc si aujourd'hui vous voulez avoir, alors généralement c'est pour différentes raisons, on en discutait tout à l'heure avec plusieurs clients, des fois j'ai des problèmes de budget, j'ai pas assez d'arguments pour pouvoir moderniser mon infrastructure. Avec F-Secure Radar, vous êtes capable de pouvoir le faire, de pouvoir recenser l'ensemble de vos vulnérabilités avec un top 10 de vos IP les plus vulnérables, de centraliser les informations et de pouvoir les remonter dans un rapport simple, précis et clair. Vous êtes aussi dans la possibilité d'utiliser les API qui vont permettre en fait d'éditer des rapports personnalisés et de pouvoir créer des modèles. Derrière, vous êtes dans la possibilité aussi de pouvoir créer des tickets. On peut aussi s'interfacer avec GLPI par exemple et de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir créer ces tickets en fonction de votre environnement. Donc, par rapport à toute cette présentation aujourd'hui, il y a un changement de paradigme aujourd'hui. La sécurité traditionnelle, c'était j'ai besoin d'un antivirus, j'ai besoin d'un pare-feu, j'ai besoin d'avoir des UTM, j'ai besoin d'avoir un anti-spam. Aujourd'hui, on est plus sur une sécurité à 360 degrés où on va se dire de manière assez classique et historique, je fais de la prévention, j'ai besoin d'avoir des solutions endpoint pour pouvoir me protéger, j'ai besoin d'avoir de l'analyse comportementale, j'ai besoin d'avoir des outils qui permettent d'éviter d'avoir des ransomware. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut savoir bien manager ces outils. Derrière, on a besoin de faire de la prédiction et aujourd'hui, c'est une obligation légale de l'article 32 de la RGPD, de la prédiction avec F-Secure Radar, scanner l'ensemble de mes vulnérabilités et de pouvoir avoir des rapports et de pouvoir les fournir à ma hiérarchie, à mon DPO, de pouvoir commencer à prioriser l'information. On n'est pas capable aujourd'hui de pouvoir tout patcher, mais on est capable de pouvoir prioriser. Et derrière, on parle beaucoup de solutions d'EDR pour Endpoint Detection and Response. On fait de la réponse incident et d'ailleurs, on a la possibilité d'avoir des sondes, RDR et Secure Countercept. Ce sont deux niveaux différents de services, mais qui permettent de remonter tous les événements sur des attaques ciblées. Voilà. C'était quelque chose à rajouter. Merci. J'espère que vous en savez un peu plus sur Radar. J'insiste sur le dernier élément quand même qu'a dit Florent, parce qu'il est primordial, je pense, pour nous, mais surtout pour vous. Dans le cadre de la RGPD, vous avez l'obligation de tester régulièrement vos infrastructures et donc de vous doter de ce type d'outils pour connaître et maîtriser votre surface d'attaque. Les rapports que vous avez vus là peuvent être fournis, si demain vous avez une brèche parmi vous, je ne vous le souhaite pas bien entendu, mais vous allez la déclarer aux organismes compétents. C'est la première question qu'ils vont vous poser. Est-ce que vous avez cherché à connaître et à maîtriser votre surface d'attaque? Et potentiellement, bien sûr, en fonction du temps humain et des budgets qui vous sont alloués en tant que service informatique, mettre en place les remédiations qui vont bien. Mais on est bien dans le cadre d'une obligation légale. Je voulais juste insister là-dessus parce que ça me semblait important et primordial. On reste avec Florent jusqu'à la fin de matinée, enfin, après, ici présent, donc n'hésitez pas à nous poser des questions et à venir nous rencontrer sur le stand, si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Non? Bon, très bien. Merci.